Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre cinquième colloque et à la quatrième table ronde de ce colloque de l'actuariat francophone, animé cette fin de soirée par l'Association marocaine des actuaires. Donc, re-bienvenue. Juste un petit mot de présentation de notre association dont j'ai l'honneur et le privilège de présider. Donc, l'Association marocaine des actuaires a été créée en 1998. Nous allons fêter cette année notre 27e année. L'association comprend à peu près 300 membres et l'œuvre pour le développement de la profession au Maroc et aussi sur l'axe africain et l'axe arabe. Nous avons créé l'année dernière la Ligue arabe des actuaires, dont le rôle est de promouvoir l'actuariat dans le monde arabe. Euh, Cette année, le nombre d'actuaires au Maroc peut être estimé entre 1200 et 1500 actuaires, entre les formations locales et les formations à l'étranger. Nous allons accueillir cette année en novembre le Conseil de l'AI à Marrakech et ce sera pour nous aussi l'occasion d'organiser dans la foulée une formation pour les régulateurs d'assurance et de les sensibiliser sur les problématiques récentes de l'actuariat. Donc cette formation sera organisée avec l'AI, avec le régulateur marocain, la CAPS, et avec la Fédération des sociétés marocaines d'assurance. Voilà pour la présentation. Nous allons passer un petit tour de table pour vous présenter et demander à nos participants de cette soirée de se présenter. À toi, Isabelle. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Isabelle Bouchard. Je suis au Québec, je suis basée au Québec, au Canada, donc membre de l'Institut canadien des actuaires. Je travaille pour une compagnie de réassurance à titre de vice-présidente réassurance collective et initiative nouveaux produits. Et puis, juste dans mon background un peu, j'ai travaillé longtemps avec la Fédération des médecins spécialistes, ce qui m'a donné un peu une connaissance, un apprentissage plus en détail, je dirais, du système de santé canadien et québécois. Merci. Très bien. Laurence. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, je suis Laurence Abivin, je suis pour ma part actuaire et membre de l'Institut des actuaires en France et je suis aujourd'hui professionnellement directeur actuariat chez Verlingue, Verlingue étant un courtier spécialisé dans les risques d'entreprise, à la fois sur les risques de ce que l'on appelle en France l'IARD, mais aussi les risques de la protection sociale en France et c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Antoine, à toi. Oui, merci. Moi, c'est Antoine Kodjo, actuaire de l'Association des actuaires du Togo. Euh, je suis actuellement chef service statistique et actuariat au niveau de l'Institut national d'assurance maladie au Togo. Bon, comme background, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en statistique et après un master en actuariat. Et euh, actuellement, bon, je suis aussi le président du groupe technique santé et prévoyance. Donc, c'est par rapport à ça que j'interviens dans ce colloque. Merci. Très bien, merci. Mohamed. Merci, moi, c'est Mohamed Afifi. Je suis le membre, bien sûr, de l'Association marocaine des actuaires, mais également régionale exécutive chez Sanlam Alliance Life depuis 1er janvier 2023. Bien sûr, après 25 ans assise dans le secteur des assurances, un peu partout au Maroc et en Afrique, où j'ai occupé divers postes de direction dans des diverses, bien sûr, compagnies d'assurance mutuelle et caisses de sécurité sociale. Background, bien sûr, diplômé de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, donc de l'Institut d'actuariat là-bas. Et basé à Casablanca, mais j'opère au niveau de toute l'Afrique. Voilà. Très bien. De mon côté, Mohamed Welbaraka, je suis président de l'Association marocaine des actuaires et vice-président de la Ligue arabe des actuaires. Et occasionnellement, après 35 ans d'expérience dans le domaine assurantiel et actuariel en France, je suis de retour au Maroc où j'occupe le poste de directeur général adjoint d'Atlanta Sanad. Atlanta Sanad, c'est un des acteurs majeurs de l'assurance
au Maroc et notamment de l'assurance maladie. Donc, re-bienvenue tout le monde. La thématique d'aujourd'hui est de faire un panorama du système d'assurance santé dans les pays francophones. Nous allons évoquer avec les participants les différents systèmes, leur mode de financement, les enjeux qu'ils rencontrent actuellement et les perspectives. Euh, Vous allez voir que les enjeux sont plus ou moins les mêmes, mais certains enjeux sont plus accentués selon la maturité des marchés. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des présentations, mais on va les résumer et reprendre les questions vers la fin des présentations. On va démarrer et je ne dirais pas honneur aux dames, ces dames vont m'excuser, mais je vais dire plutôt démarrons avec l'Afrique et honneur à l'Afrique. Mais vous allez voir, car les problématiques vont aller en crescendo. Donc, nous allons démarrer avec Mohamed Afifi. Mohamed, à toi l'honneur. Merci, cher président. Donc, je viens de partager mes slides. Je ne sais pas si vous les voyez. Si tu peux te mettre en mode OK, présentation, voilà. c'est bon maintenant? Excellent. OK, merci beaucoup. Donc, je suis ravi de participer à ce colloque-là important sur une thématique aussi importante. Ensemble, si vous le permettez, nous allons parcourir les dynamiques de l'assurance maladie en Afrique, ses défis, bien sûr, également ses opportunités et surtout un focus sur le cas du Maroc engagé dans une réforme profonde dans son système de santé. Mon objectif est de partager une vision, bien sûr, qui est claire, où nous sommes aujourd'hui, quelles sont les réformes en cours et quelles perspectives qui se dessinent, bien sûr, pour demain. Quel contexte, le contexte un peu africain, comme vous le voyez sur ce slide-là, il faut dire qu'aujourd'hui, près de 80% de la population africaine reste sans couverture maladie, soit 2 fois plus que la moyenne mondiale. La prime globalement moyenne par habitant est faible, environ 49 dollars contre 3600 par exemple dollars aux États-Unis. Plus de 40% des dépenses de la santé sont supportées directement par les ménages, ce qui accentue bien sûr la vulnérabilité. Et face à cela, bien sûr, il y a l'urgence. L'urgence, il est clair, c'est de bâtir des systèmes de protection sociale solides et inclusifs. Quelques initiatives au niveau de la région, donc au niveau continental, des avancées notables existent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2001, à Abuja, les chefs d'État se sont réunis, ils ont fait la fameuse déclaration pour consacrer 15% de budget national à la santé. À la santé, pardon, de leur budget de la santé et faisons le compte, je pense, après 24 ans, malheureusement, après 24 ans de cette déclaration, nous sommes loin des comptes avec des dépenses qui sont à peu près à la moitié de cet engagement, aux alentours de 7%, 6-7% en fonction, bien sûr, du pays. Donc, on est encore loin de l'objectif annoncé, mais globalement, en bonne voie. On constate également qu'il y a des assurances communautaires qui se développent au niveau régional, des régimes obligatoires qui s'étendent globalement, progressivement, un peu partout au niveau de l'Afrique. La CEDEAO, donc c'est la partie occidentale de l'Afrique et l'Est, la CAE, ont initié des conventions, bien sûr, pour harmoniser un peu la protection sociale et ces efforts qui visent, bien sûr, un financement plus équitable et plus durable. La structure des marchés globalement au niveau de l'Afrique, on peut dire qu'ils sont un peu dispersés, donc avec des structures des marchés embryonnaires en majorité, mais avec plus d'opportunités pour les opérateurs, bien sûr,
de l'assurance. Donc, l'Afrique, il est divers. Certains marchés sont encore à l'état embryonnaire, d'autres amorcent une maturité, comme le Maroc, comme le Kenya et l'Afrique du Sud, le Ghana, qui progressent rapidement, tandis que d'autres, comme Madagascar et le Niger, on va le voir tout à l'heure, sont encore aux prémices. Cette diversité, en fait, des systèmes au niveau de continent représente à la fois des défis de standardisation, mais aussi également une opportunité de concevoir des solutions adaptées à chaque contexte pour les opérateurs de l'assurance. Et on le voit clairement au niveau de ce slide-là, où l'assurance maladie obligatoire est inexistante dans certains pays comme le Madagascar, etc. Mais des initiatives sont en cours pour lancer des projets. Au Niger, une initiative également qui démarre. On voit clairement qu'au niveau du Maroc, le Rwanda, etc., le Ghana, le Mali et surtout les Kenya, si les pays un peu matures, j'ai pas mis l'Afrique du Sud, mais on peut la mettre à ce niveau-là, etc. Donc, vous avez ici comment une synthèse des régimes par pays et l'état d'avancement avec ceux qui sont lancés récemment, etc. En synthèse, on peut dire que nous avons des perspectives sur les marchés africains qui sont très positifs, des marchés avec des dépenses, malheureusement, comme je l'ai dit, centrées au niveau de l'individu, mais individuelles, autrement dit financées par les ménages, et un taux de pénétration d'assurance santé qui est encore faible, suggérant bien sûr des opportunités croissantes pour les opérateurs d'assurance. Au niveau de l'assurance, un ouvrage très concurrentiel avec un positionnement par pays pour les compagnies qui nécessitent des réponses sur mesure. On voit également l'émergence de nouveaux business models qui font évoluer les propositions assurantielles et les valeurs de proposition pour nos concitoyens, comme par exemple les modèles qui se basent sur les TPA, qui est très développé au niveau de l'Afrique occidentale. Et d'ailleurs, il y a pas mal de compagnies d'assurance qui disposent des TPA et qui gèrent et pour le compte des mutuelles, mais également dans certains pays pour les régimes de base, qui est une expérience exceptionnelle. Et certains courtiers internationaux sont bien identifiés et connus au niveau de notre continent. Voilà globalement, si vous voulez, un peu le panorama au niveau de l'Afrique. Maintenant, par rapport au cas marocain, un focus sur les réformes des systèmes de santé entamées au niveau du Maroc, qui reste une expérience on peut dire, mature, et le Maroc illustre en fait cette réforme ambitieuse et structurante. Le chemin que le Maroc a parcouru en plusieurs étapes part du principe que la santé de la population marocaine connaît d'importantes améliorations depuis l'indépendance, ainsi que le système de santé marocain qui a enregistré des avancées notables au cours des dernières décennies. Plusieurs générations de réformes se sont succédées et ont eu l'ambition, bien sûr, de centrer les soins sur le patient et rehausser les niveaux de qualité des prestations rendues aux populations. Depuis l'indépendance, vous le constatez sur le slide, en fait, l'espérance de vie est passée de 47 ans à plus de 75 ans aujourd'hui, ce qui est un indicateur très important sur l'évolution des systèmes de santé également. En 2011, donc, il y a eu une réforme constitutionnelle qui a marqué en fait un tournant décisif dans l'histoire des systèmes de santé. L'accès aux soins est consacré comme étant un droit constitutionnel. Et depuis également le discours royal de 2022, Sa Majesté avait annoncé la généralisation progressive de la protection sociale couvrant la MO, les allocations familiales, la retraite et l'indemnité de perte d'emploi
à l'ensemble des Marocains. Il faut rappeler que, en fait, la couverture médicale au Maroc, il est structuré autour, en fait, de l'architecture de la population marocaine. C'est en effet, pour ce là qui a requéri l'engagement de l'ensemble des parties prenantes, l'extension de la protection sociale au Maroc a été conçue d'une sorte à couvrir l'ensemble des citoyens selon la composition en fait, de la population marocaine. Un tiers, ce sont des salariés avec les salariés, que ce soit dans le secteur public et privé, avec leurs ayants droit, et ça constitue un tiers de la population. Et par hasard, les indépendants et les professions libérales, les employeurs, les aides familiaux, etc., les apprentis, avec, avec leurs ayants droit, ça constitue également un tiers de la population. Et le résidu des populations qui restent, c'est ce qu'on appelle communément chez nous, c'est les populations vulnérables ou les ramédistes, donc les qui sont économiquement diminués. Donc, autour de ça, la couverture sociale a été bâtie au Maroc. On avait démarré au début, même avant l'indépendance, avec la couverture des salariés. Et depuis, bien sûr, le discours de sa majesté. Et dans ce sens, en fait, le chemin vers l'universalité au Maroc a été conçu de sorte à donner la priorité à la protection des pauvres et des populations vulnérables. Ici, sur ce slide-là, vous avez le calendrier qui avait été arrêté juste après le discours de Sa Majesté en 2020 pour l'extension en fait de la couverture sociale. Et on voit clairement, à la fin de 2025, l'ensemble de la population marocaine serait couverte, que ce soit en soins de santé et les autres, bien sûr, prestations de sécurité sociale, perte d'emploi, la retraite et d'autres. Vous avez également le coût de la généralisation pour toutes les prestations, 14 milliards pour l'AMO, 20 milliards pour les allocations familiales, 16 pour l'élargissement de base des agents au système et 1 milliard pour la généralisation de l'EPE, indemnité de perte de l'emploi. Les défis en fait qu'on avait avant cette extension qui a démarré depuis, comme je l'ai dit, depuis 2021, était le défi de financement. Le défi de financement, 51% des dépenses de la santé ils étaient encore pris en charge directement par les ménages. Les prestations de santé représentent déjà le deuxième poste de la sécurité sociale après en fait les pensions. Et avec la généralisation, le coût pourrait doubler, voire tripler ce poste-là. Et bien sûr, la question se pose sur le financement. Pour le moment, nous n'avons pas de problème à moyen terme de pérennité, mais il faut savoir cependant que le Maroc n'est pas un des pays qui se trouve en tête en matière de santé. Le budget santé ne dépasse guère 6,87% du budget général, sachant que la moyenne est de 10%, par exemple, qui est recommandée par l'OMS, mais également les pays européens, ils sont aux alentours de 8, voire à 9% de PIB contre 11% aux États-Unis si on se compare aux États-Unis. Vous avez sur ce slide-là globalement quelques éléments de synthèse des dépenses santé, y compris sur le marché privé avec les compagnies d'assurance. À peu près, c'est un marché de 17 milliards de dirhams. Donc, chaque 10 dirhams, c'est l'équivalent d'un dollar. Il faut diviser par
10 pour avoir en euros ou en dollars. Donc, c'est 1,7 milliard d'euros. 80%, c'est géré par les régimes de base et les 20% qui restent, en fait, c'est il est laissé au marché privé. Le marché privé, en fait, il, euh, il gère une partie des complémentaires aux assurances de base, mais également l'exception qui a été accordée par la loi à certaines entreprises qu'on appelle chez nous l'article 114, qui, au moment de la mise en place de l'assurance maladie obligatoire, il y avait des entreprises, surtout les grandes entreprises et les grandes structures, qui avaient l'assurance maladie obligatoire. Et donc, à titre dérogatoire, la loi leur a donné la possibilité de continuer avec les compagnies d'assurance. Et c'est avec ça et les complémentaires qui constituent à peu près 4 milliards de chiffres d'affaires en santé pour les entreprises d'assurance, avec 80%, 70%, pardon, c'est des entreprises et 30%, c'est les communautaires, les communautés des assurés, des salariés, pardon, des organismes publics. Globalement, c'est un marché qui croît aux alentours de 6-7%. La rentabilité de l'assurance maladie reste faible, avec un ratio combiné qui dépasse parfois les 100%. Les deux principales évolutions réglementaires, l'une est déjà faite, c'est l'intégration de la population des professions libérales et les travailleurs indépendants. C'est géré désormais par la CNSS depuis l'année dernière. Et ce qu'on appelle, c'est la fin de la dérogation de l'article 114 qui, vers peut-être la fin au début ou la fin de l'année prochaine, ces populations seront basculées vers la CNSS. Comment s'est organisée l'offre de soins au Maroc? La responsabilité de l'État en matière de santé, et bien comme je l'avais rappelé tout à l'heure, est en fait d'assurer à toute la population l'égalité et l'équité dans l'accès aux soins de santé et assurer gratuitement les prestations de santé préventives à l'ensemble des citoyens. Il est à rappeler que aussi l'efficacité et l'efficience de la qualité de service de santé dépendent de l'organisation de cette offre. Par l'offre, bien sûr, de santé, il faut entendre en outre des ressources humaines et l'ensemble des infrastructures sanitaires relevant des deux secteurs, que ce soit public et privé. Toute autre installation de santé ainsi que les moyens mis en œuvre pour produire les prestations de soins de santé et services. Donc, le système de santé au Maroc présente une structure particulière qui est pyramidale à trois niveaux. Le niveau central, représenté par le ministère en charge de la santé et la protection sociale, ainsi que les CHU. Et les CHU. Le niveau intermédiaire, avec toutes les directions régionales, il est le niveau périphérique ou local qui englobe l'ensemble des districts, les hôpitaux provinciaux, les centres de santé primaires, etc. Donc, les réseaux sont multiples. Les soins primaires, les hôpitaux, les urgences, les structures médico-sociales, les secteurs privés également est très actif avec les cliniques, les laboratoires et les officines. Voilà en gros, si vous voulez, comment c'est organisé et comme je l'avais dit, avec une structure pyramidale. Les grands défis en fait et enjeux de au Maroc, c'est l'un des défis en fait, c'est les ressources humaines. Vous avez au Maroc 8442, je parle de secteur public, médecins généralistes et 14 932 spécialistes, alors que le pays, il a besoin en fait de 33 000 médecins et 6 500 infirmiers et techniciens. Tout ça
Ce qui complique aussi la chose, c'est l'inégalité au niveau régional. Vous avez par exemple 12% de médecins dans le monde rural, alors que dans le monde rural, nous avons 50% de la population. Donc le déficit des ressources humaines, il est de plus de 33 000 médecins et 65 000 infirmiers et techniciens, donc qui manquent à l'appel, d'où fait, et l'autre défi, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, c'est aussi le financement à 51% de la santé par les ménages. D'où l'intérêt en fait, et ce qui complique un peu la tâche, c'est qu'il y a le phénomène d'immigration des talents et des médecins. Plus de 7000 médecins ont déjà immigré en Europe et aux États-Unis. Il y a aussi la faiblesse de certaines structures et des équipements qui sont parfois obsolètes. C'est pourquoi en 2003, le Maroc a initié une réforme très structurante de système de santé au Maroc. Et l'objectif, c'était de dépasser toutes ces contraintes. Et c'est pourquoi il a engagé une réforme profonde, comme je l'avais dit, initiée en 2003 par le ministère de la Santé et par les textes de loi qui prévoient donc plusieurs choses. La création en fait, ce qu'on appelle des GTS, donc c'est la gestion des groupements territoriaux de la santé, et ça pour en fait dépasser la problématique, il en manque des ressources. Donc, nous avons décidé en fait d'intégrer les CHE, les hôpitaux régionaux en un seul groupement territorial, ce qui permet d'organiser en fait l'affectation des ressources et de CHE et des hôpitaux régionaux un peu partout au niveau de la région. Le modèle est en test, puis au niveau de la région de Tanger, Tétouan, qui est au nord de Maroc, et les premières conclusions s'avèrent très concluantes et très encourageantes. Il sera généralisé par la suite à l'ensemble du territoire. La deuxième chose qui a été faite dans le cadre de cette réforme, c'est la création de la haute autorité de la santé, qui a un rôle de régulation et aussi le contrôle de la qualité et l'évaluation des prestations. Donc, le socle de la nouvelle réforme de la haute autorité de santé assure également la pérennité de l'action de l'État dans la santé. Et c'est une véritable autorité de régulation dont la mission englobe également, entre autres, l'encadrement technique de l'AMO, la mise en place des moyens permettant la maîtrise des régimes. Il assurera également, comme je l'ai dit, l'évaluation de la qualité des prestations et la proposition de valeur faite aux citoyens marocains. Le troisième pilier de cette réforme, c'est la création d'une agence des médicaments spécialisé qui permet une spécialisation et une modernisation bien sûr, de la régulation. Il est clair que, comme chaque réforme, celle de la santé ne pourra pas être menée à bien sans l'implication effective des hommes et des femmes qui sont chargés de la mise en œuvre. C'est tout l'intérêt des textes et de la loi relative à la valorisation des ressources humaines de la santé, qui fait également partie de l'arsenal juridique d'aujourd'hui. Donc, ces quatre réformes avec la gouvernance également et et la régulation, plus la digitalisation des systèmes d'information de la santé, constituent le socle, en fait, de la réforme qui est initiée depuis 2023. L'objectif, il est clair, c'est de bâtir, bien sûr, un système de santé qui est à la hauteur de la généralisation de la protection
sociale, un système de santé solide et d'assurer à chaque citoyen l'accès en fait équitable, moderne, accès équitable, moderne et aussi lui assurer la qualité euh, de service. Quelle perspective, je pense à l'avenir, l'avenir passera donc par une gouvernance renforcée et transparente, par la valorisation et la formation continue des ressources humaines, une meilleure répartition territoriale des services et aussi la digitalisation pour suivre, pour contrôler, pour anticiper les besoins et au-delà de l'assurance, l'approche doit être globalement intégrée. Donc, notre pays ambitionne avec cela, avec ce socle de réforme, de mettre en place un système de santé solide à la hauteur des chantiers de la généralisation de la protection sociale, en s'appuyant, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les quatre piliers. Pour Merci. conclure, Si Mohamed, Oui. l'Afrique aujourd'hui fait face à de nombreux défis en matière de santé, mais aussi de formidables opportunités. Le Maroc illustre ce mouvement avec une réforme ambitieuse, systémique et inclusive. Donc la route est encore longue. Renforcer l'offre, sécuriser le financement, réduire les inégalités, mais les bases sont posées pour construire un système de santé plus équitable, plus moderne et mieux adapté aux besoins de nos concitoyens. Voilà, c'est Mohamed. Merci, merci Mohamed. J'ai pas osé t'interrompre car tu as pris beaucoup de temps, mais le sujet était tellement intéressant avec Exact. un overview sur l'Afrique, avec un premier constat que je trouve édifiant. Donc 80% d'Africains sont sans couverture médicale. Et tu as terminé avec le marché marocain qui donne un peu d'espoir. On est encore loin, mais la volonté est là, l'espoir est là et on continue le travail, Inch'Allah. Merci Tout à fait. Mohamed. À toi Antoine. Antoine, tu peux partager ton écran. Vous avez mon écran? Oui, si tu C'est peux te bon. mettre en En mode mode présentation. présentation. Voilà, Voilà. OK. parfait, parfait. Merci. Une fois encore, je dis merci à l'organisation. Je suis très heureux de participer à ce colloque. Euh, voilà. Pour le système d'assurance santé au Togo, bon, déjà, nous rappelons que le Togo, c'est un tout petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme le disait tout à l'heure Mohamed, nous avons une population très jeune. Bon, l'Afrique en général a une population très, très jeune. Et la structure de l'économie togolaise, déjà, c'est l'agriculture, le commerce, les services. Mais la plupart des emplois sont dans le secteur informel. Donc, ce qui fait que euh, les, les compagnies d'assurance ou bien l'assurance maladie n'est pas très, très très développé parce que les moyens ne sont pas là pour couvrir les primes ou même les cotisations. Déjà, ce que nous avons remarqué, c'est que la plupart des causes de consultation, c'est généralement le paludisme, comme dans tous les pays tropicaux. Mais la recrudescence de certaines maladies chroniques, désormais, inquiète tous les pays, donc notamment l'HTA et le diabète qui sont en croissance. Mais pour financer tout ça là, le PIB, les dépenses de santé aujourd'hui représentent à peu près 6 à 7% de notre PIB.
Et la majeure partie, près de 40% des soins sont encore remboursés par les ménages. Euh, Mohamed l'a fait remarquer tout à l'heure. Euh, mais le véritable enjeu dans tout ce panorama, c'est que nous devons passer rapidement à un système de protection et d'accès aux soins équitables pour réduire les dépenses catastrophiques en cas de maladie, en fait. Bon. Déjà, le Togo a commencé à reconnaître de façon constitutionnellement le droit à l'assurance maladie depuis avant même 2011, qui a consacré l'assurance maladie obligatoire. Donc, déjà avant 2011, les compagnies d'assurance privée essayaient de produire ou bien d'offrir des garanties d'assurance maladie aux grandes entreprises, aux institutions internationales, aux salariés de ces institutions et notamment les expatriés. Quelques rares des, des, des personnes qui ont des moyens pouvaient s'offrir le luxe d'avoir une assurance maladie. Mais, mais on a remarqué aussi avant l'arrivée de l'assurance maladie obligatoire, la possibilité que offraient les mutuelles de santé dans les milieux ruraux pour essayer de couvrir un temps soit peu quelques soins, quelques dépenses de soins. Voilà. Mais depuis 2011, avec la création de l'INAM, il y a eu du nouveau. Euh, Avec l'institution de l'assurance maladie obligatoire, on a mis en place l'assurance, le premier volet ou bien la première étape vers l'assurance maladie universelle en prenant en charge les fonctionnaires et les retraités du secteur public. Euh, Après, 10 ans après, en 2021, la loi sur l'assurance maladie universelle a été votée et a ajouté la CNSS dans la gestion de cette assurance maladie. Et la CNSS aura pour charge de prendre en charge les, les salariés du privé, du secteur privé formel et les retraités de ce secteur. Et en plus de cela, ils vont prendre en charge tout ce qui est l'économie informelle. Rappelons que l'économie informelle, déjà aujourd'hui, c'est près de 40% de nos emplois, en fait. Donc, euh, donc du coup, je reviens tout à l'heure. Donc, du coup, le système de santé aujourd'hui est dessiné comme suit l'assurance maladie universelle, gérée par l'INAM, qui prend en charge les vulnérables et les fonctionnaires. La CNSS qui prendra en charge les salariés du secteur privé et de l'informel. Et il y a une possibilité qui est laissée aujourd'hui aux compagnies d'assurance, aux compagnies privées, aux assureurs privés de prendre en charge toute l'option complémentaire qui est laissée qui est laissée par l'assurance maladie universelle. Voilà. On- ra- en- bon, faisons un petit focus sur l'assurance maladie universelle telle que dessinée aujourd'hui. Elle vise à couvrir toute la population togolaise et aujourd'hui, à l'opérationnalisation, à l'opérationnel, nous avons les vulnérables qui sont dans le giron de l'INAM et les fonctionnaires aussi et le secteur privé qui est géré par la CNSS. Et le chemin, c'est que on va aller progressivement en prenant en charge le secteur informel avec des mécanismes de cotisation adaptés qui pourront être définis. Donc, notons que le panier que l'INAM et la CNSS offrent aujourd'hui est assez large, ce qui laisse peu d'opportunités aux compagnies privées, si on veut le dire. Mais
il y a encore de la marge qu'ils pourront prendre. Et le mode de financement de cette assurance aujourd'hui, c'est le tiers payant, comme on le dit. Les cotisations, pour la partie contributive, les cotisations sont à 10% du salaire, ce qui n'est pas négligeable à 10% du salaire dans le privé comme dans le public. Donc, pour financer la prise en charge des vulnérables, l'État fait l'option de donner des subventions annuelles pour prendre toutes les personnes identifiées comme vulnérables. Voilà. Donc, dans tout ce processus, quelle est la place des actuaires aujourd'hui, de tout ce que l'actuaire arrive à donner? Donc, bon, déjà, dans tout ce qui est la conception des régimes, les actuaires ont participé depuis l'appui du BIT pour l'installation de l'assurance maladie universelle, l'assurance maladie obligatoire en 2011, et ensuite avec euh, le- l'assurance maladie universelle qui est mise en place. Donc là, je passe directement ici. Donc, pour l'assurance maladie universelle, donc la loi en 2011, avant la loi, tous les travaux qui ont été faits par le BIT ont visé à instaurer la taille du ménage à couvrir, euh, les, les cotisations aussi à définir. Donc, et cette cotisation est répartie entre l'employeur et l'employé à 3,5% à 3,5% pour l'employeur et à 3,5% pour l'employé. Voilà. Et maintenant, mais depuis en 2015, il a été remarqué que le système n'était pas très équilibré. Donc, les recommandations, après les évaluations, ont permis de réajuster ce, ce panier. Les paniers ont été révisés avec la mise sous entente préalable de certains médicaments pour diminuer ou bien pour arriver à gérer le risque en fait. Ensuite, nous, actuels, nous avons commencé aussi à partir de 2018 à faire tout ce qui est des études sur l'analyse de la consommation des médicaments et à mettre plus d'importance sur certains médicaments qui rentrent dans la prise en charge des maladies chroniques, comme je l'avais dit au début, que on remarque beaucoup plus la- l'augmentation de ces maladies chroniques dans notre population, HTA et diabète. Donc, l'appui des actuaires ont permis de mettre beaucoup plus de l'importance sur la prise en charge de ces médicaments-là. Voilà. Et en 2022 lorsque la loi a été votée, une étude sur proposition a été faite pour évaluer toutes les options de panier de soins qu'on pourra mettre euh, en place pour l'assurance maladie universelle qui prendra toutes les couches de notre population. Ah, et à l'étude, il a été noté que les cotisations doivent être revues un tout petit peu à la hausse, ce qui a conduit à revaloriser le taux de cotisation qui est passé de 7 à 10%, toujours réparti entre l'employeur et l'employé à 5%. Voilà. Et par la même occasion, le régime d'assistance médicale au bénéfice des vulnérables a été développé en même temps. Voilà. Bon, euh, voilà.
ce que nous avons comme défi aujourd'hui pour ce système d'assurance, c'est que, comme je le disais, le panier que INAM et la CNSS sont en train de servir ou bien sont en train de gérer est plus ou moins un peu large, mais les compagnies d'assurance sont aujourd'hui obligées d'arriver à innover par rapport aux complémentaires, à développer des complémentaires pour couvrir tout ce qui est concerne les restes à charge, les gaps ou certaines parties du panier qui ne sont pas couverts aujourd'hui par l'INAM et la CNSS. Et l'adaptation des tarifs doit être aussi, est aussi un défi comme une opportunité pour le secteur privé pour s'insérer dans ce système d'assurance maladie. Voilà. Ensuite, aussi la différenciation, l'innovation dans la différenciation des offres qui est un défi aujourd'hui. Comme les mutuelles de santé étaient déjà positionnées sur le- les milieux ruraux, ils sont aussi aujourd'hui sollicités pour innover par rapport à tout ce qui est micro-assurance pour le secteur informel. Et le grand défi qui est toujours une opportunité, c'est la réduction des paiements directs, puisque 40% des dépenses aujourd'hui sont toujours supportées par les ménages. Donc, et le grand défi pour l'assurance maladie aujourd'hui, c'est d'arriver à réduire ces dépenses catastrophiques pour les ménages. Voilà. En conclusion, bon, le système d'assurance maladie au Togo est en phase de construction. Donc, on a commencé depuis 2011 et des avancées notables sont sur la table depuis la mise en place de l'assurance maladie universelle. Mais il y a toujours un gap pour la prise en charge qui reste à couvrir par les, les assureurs privés et les mutuelles. Et la prochaine étape, c'est l'extension de l'AMU, de l'assurance maladie universelle, vers le secteur informel, l'innovation sur les produits, sur le financement, parce qu'aujourd'hui, le financement, c'est à 50% pour l'employeur et l'employé. Donc, d'autres sources de financement doivent être dégagées et pour pouvoir supporter euh, l'assurance maladie universelle. Donc, le développement des produits d'assurance complémentaire au niveau des assureurs privés est aussi une prochaine étape que le système doit enclencher et le renforcement de la gouvernance des données. Parce que aujourd'hui, les systèmes d'information que les deux organismes gestionnaires utilisent doivent euh, doivent pouvoir être interconnectés pour pouvoir faire des analyses croisées des populations couvertes là et de part et d'autre, en fait. Voilà. Pour finir, donc, moi, je dirais que les actuaires aujourd'hui, ils ont un rôle stratégique dans cette modélisation de notre système de santé et ils sont au cœur de la réussite. Ils sont la clé de la réussite de cette transition vers une couverture de santé véritablement effective. Voilà en quelques diapos ce que j'ai pour Merci. vous aujourd'hui. Merci. Merci Antoine. Merci beaucoup. Très intéressant. J'utilise ma position d'animateur et ce privilège-là pour être le premier à poser une question aux participants avant tout le monde. C'est une problématique, Antoine et Mohamed, qu'on trouve en Afrique. Est-ce que vous confirmez? C'est la problématique des coûts des médicaments.
Moi, je sais qu'au Maroc, il y a des médicaments qui sont plus chers qu'en Europe et les gens n'utilisent pas souvent les génériques. Est-ce que vous confirmez que cette problématique existe au Togo? Et Mohamed, en Afrique, je pense que tu peux confirmer cela. Antoine, oui. Oui, euh, c'est vrai. Aujourd'hui, nos populations euh, euh, sont plus tournées vers ces médicaments dits de spécialité, parfois, qui n'apportent pas grand-chose. Donc, ce qui fait que nous, dans notre système d'assurance maladie aujourd'hui, la consommation des médicaments est à plus de 60%, 65% des coûts de prestations. Donc, euh, une première étude en 2018 a permis de faire la promotion des prescriptions de génériques et avec l'appui des médecins prescripteurs, nous sommes en train d'évoluer vers là. Mais toujours est-il que les médicaments, la consommation des médicaments reste une part importante dans le paiement des prestations. Effectivement, je confirme également le coût des médicaments, donc la pharmacie d'une manière générale, ça représente à peu près euh, entre 30 et 35% de l'ensemble des débours en soins de santé, que ce soit de la sécurité sociale, mais également dans le secteur des assurances, avec en fait un coût unitaire qui est parfois plus cher qu'en France, au Canada et aux États-Unis pour cette maladie. En ce qui concerne le constat, en fait, il est général, y compris au Maroc. Il y a eu, en fait, un effort qui a été fait dans cette réforme de réduire les marges des officines sur certains médicaments. Également, la prise en charge des technomodérateurs pour les médicaments chers liés aux AID, aux affections de longue durée et les affections coûteuses. Euh, le, et il y a un effort également pour orienter vers le générique du point de vue légal. Le constat globalement, c'est que pour les populations couvertes, en général, en Afrique, ils n'ont pas de problème quand ils ont une assurance, etc. La prise en charge des contrats d'assurance qui existent sur les marchés, c'est fait à 100%. Et surtout, en Afrique subsaharienne, en général, ces assurés, ils ont des cartes l'équivalent de la carte vitale qui leur donne, en fait, l'équivalent d'une prise en charge de leurs médicaments dans les officines, etc. Mais malheureusement, le problème est pour les populations non couvertes qui financent directement, en fait, ou en fait, l'acquisition de médicaments. C'est quasiment catastrophique pour eux puisqu'ils pèsent dans leur budget global. Très bien. Merci beaucoup. Moi, ma problématique, c'était pas la couverture des médicaments, mais c'était plutôt le coût, comme tu as dit, le coût unitaire qui est parfois plus cher qu'en Europe. Moi, c'est tout bonnement, je veux dire, scandaleux. C'est le lobbying des officines et voilà. Donc, ça vient aggraver encore la situation. Merci. Nous allons passer à Isabelle et le système canadien. À toi, Isabelle. Merci, Mohamed. Est-ce que tu vas partager la présentation? Ah, d'accord. Donc, je vais le faire. Je vais le faire tout de Merci. suite. Alors, bonsoir. Il me fait plaisir de vous parler du système de santé canadien aujourd'hui. La présentation s'en vient, mais je vais vous dire en Ouais, préambule. ils arrivent, ils arrivent. Oui, en préambule, je vais vous dire que c'est un colloque qui vise les acteurs de la francophonie. Et je précise que le Canada est un pays qui est formé de 10 provinces et 3 territoires, et le Québec est la seule province francophone. Donc, les autres provinces, territoires sont soit bilingues ou unilingues anglophones. Donc, le système de santé s'applique à travers le Canada. Il est gouverné par des normes canadiennes et géré par les provinces. Donc, si À on ta passe à... disposition pour, Merci, oui, si on peut passer tout de suite à l'agenda. d'accord. Donc, voici l'agenda pour aujourd'hui. Je veux un peu revoir le cadre juridique,
les sources de financement, comment le public et le privé sont partagés dans le pays, regarder les succès, les défis et puis aborder un peu en sommaire là, les perspectives d'avenir. Donc, si on passe à la prochaine. Ouais. Donc, euh, a priori, je vais commencer en disant que le système de santé canadien est principalement un régime public avec accès universel. Il y a une part du privé, et on va le voir quand je vais parler du financement tout à l'heure. On va se rendre compte que ce n'est pas un système qui est exclusivement public, mais la perception de la population demeure que c'est un système principalement et essentiellement public. Donc, si je débute avec l'historique et le cadre juridique qui entoure le système de santé canadien, donc le système a été établi par une loi de 1984. C'est une loi fédérale qui établit les normes nationales et les principes fondamentaux. Puis cette loi-là établit aussi les conditions respectées par les provinces pour l'obtention du financement fédéral. Donc, il y a 5 principes fondamentaux qui doivent être respectés. Le premier, c'est que c'est des administrations publiques. Donc, c'est un fonctionnement qui est sans but lucratif. C'est vrai, c'est un système qui est public. Le système doit offrir une intégralité de couverture, ce qui veut dire que les services couverts sont tous ceux qui sont médicalement nécessaires. Il y a des variations dans la définition de médicalement nécessaire, mais principalement, les services médicalement nécessaires sont couverts par le système. Ensuite, la couverture, j'aborde les deux niveaux, doit être universelle et accessible. Donc, ce qui signifie que les services sont offerts à 100% de la population, sans ticket modérateur, sans frais d'accès, sans différenciation sur le revenu. Donc, accessible à tout le monde, sans frais, outre les impôts généraux. Et finalement, la couverture doit être transférable. Donc, peu importe où on est au Canada, si je réside dans une province et j'ai besoin de soins dans une autre province parce que je suis en visite, je dois avoir accès aux soins aussi. Donc, peu importe où on est au Canada, on est couvert par le système. Donc, si je passe à la prochaine, on peut revoir le partage des responsabilités entre le fédéral et le provincial. Donc, comme je disais, le Canada comporte 13 provinces et territoires qui sont tous interconnectés dans le cadre national. La responsabilité du fédéral, j'en ai parlé un peu, c'est vraiment établir les normes nationales et fournir une partie du financement. Le financement est effectué par des paiements de transfert aux provinces selon une formule complexe et je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Le fédéral fournit aussi des soins à certains groupes particuliers tels que les vétérans, les peuples autochtones, les détenus, etc., donc vraiment spécifiques. Puis le fédéral s'occupe aussi de la réglementation relativement à plusieurs choses, dont les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les dispositifs médicaux, tout ça pour assurer la sécurité. Ensuite, on passe au niveau des responsabilités provinciales ou territoriales. Donc, c'est les gouvernements provinciaux qui organisent, livrent et gèrent la livraison des soins, encore selon ce qui est médicalement nécessaire. C'est aussi au niveau provincial que les licences aux professionnels de la santé sont accordées. C'est souvent des organismes de réglementation provinciale ou territoriale. Donc, si je passe à la prochaine. Donc, comme je disais, le système de santé canadien est principalement un système public avec accès universel. Les dépenses totales de santé au Canada en 2024 sont 372 milliards canadiens pour le Canada au complet. Donc, le secteur public finance à peu près 71% des dépenses totales, tandis que le secteur privé finance 29% des dépenses totales. Le financement au niveau public est collecté sur les impôts généraux. Donc, il n'y a pas d'impôt particulier pour le soin de santé. La fédérale est responsable d'environ un quart des dépenses publiques de santé et le reste est financé par les gouvernements provinciaux et une mince part là, qui est d'origine d'autres sources. Au niveau du privé, environ la moitié des dépenses sont couvertes par les paiements directs des utilisateurs, par choix, parce qu'ils ont accès au système public, ou par les assureurs privés pour des régimes complémentaires. Donc, si je regarde la prochaine, je vais regarder la répartition des dépenses au Canada. Donc, en 2024, encore, les dépenses étaient de 372 milliards canadiens. Les hôpitaux représentaient 25% des dépenses. Services médicaux, principalement les médecins, environ 15%. Et là, je vous laisse lire le reste du graphique. Je noterai que les médicaments représentent 14% des dépenses totales de santé. Le Canada est un des seuls pays ou le seul pays avec un système de santé de soins universel qui n'a pas de couverture médicaments universelle.
Il y a une loi qui est passée récemment, qui a été adoptée dans les dernières années, qui parle de l'instauration d'un régime de médicaments universel gouvernemental. Toutefois, il y a très peu de mesures concrètes qui sont en vigueur présentement. Donc, c'est vraiment à définir. Ensuite, oui, parfait, merci. Ensuite, je vous parle de comment les activités se partagent entre le secteur public et le secteur privé. Euh, je dirais qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, mais le secteur public vraiment va s'occuper de tout ce qui est dispensé dans les hôpitaux. Donc, tous les soins, les services médicaux, les services de diagnostic, les soins d'urgence, les soins à domicile aussi, certains soins à domicile, soins de longue durée. Pour sa part, le secteur privé offre une couverture qui est complémentaire au public. Donc, en partant de ce principe-là, le secteur privé, par exemple, va s'occuper des médicaments sous ordonnance qui ne seraient pas couverts par le secteur public. Donc, si on a des médicaments qui sont dispensés en hôpital, ça va être couvert par le secteur public, mais s'ils sont hors hôpitaux, ça va être couvert par le privé. Il y a toutefois, s'il peut avoir certaines variabilités dans la province, là, les principes fondamentaux, ça dit que tout le monde, on donne tous les services médicalement nécessaires. Toutefois, il y a des variabilités par province, fait que ça se peut, dans certains cas, dépendamment de la province, qu'il y ait un manque d'uniformité totale. Le secteur privé couvre aussi les soins de la vue, souvent qui ne sont pas couverts qui sont pas couverts. Encore là, tels que les examens de la vue, les lunettes. Toutefois, les procédures chirurgicales aux yeux seraient couverts par le système public, souvent en hôpitaux ou en cliniques privées associées avec le système public. Mais les examens de la vue routine ne sont pas couverts par le système public, avec certaines exceptions, entre autres pour les enfants, mais il y a des exceptions partout. Alors, je ne vais pas essayer de définir les exceptions. Même chose un peu pour les services de réadaptation, physiothérapie, tous les services paramédicaux. C'est souvent couvert par le privé, à moins qu'il y en a certains qui soient dispensés en hôpitaux, en quel cas là, ils seraient couverts par le public. Ensuite, il y a un genre de mix entre autres soins là, qui sont partagés entre le privé et le public. Là. Les soins de longue durée, il y en a des privés, il y en a des publics. Il y a de l'imagerie médicale qui peut être faite dans le secteur privé, dans des cabinets privés, d'autres dans le secteur public. Donc, ça peut dépendre du service et de l'endroit où le service est dispensé pour savoir si c'est couvert par le service public ou non. Les soins dentaires, qui étaient aussi principalement un programme privé. Maintenant, il y a un programme qui est national d'assurance qui a été créé dans les dernières années. Donc, si je passe prochaine, merci. Donc, on a beaucoup d'actuaires dans la salle, évidemment. Je vais discuter du rôle des compagnies d'assurance. Donc, les actuaires qui travaillent en santé au Canada vont principalement travailler dans des compagnies d'assurance ou des bureaux de consultation. Et souvent, leur travail couvre les régimes d'assurance qui couvrent l'assurance santé et l'assurance dentaire privée. Il n'y a pas beaucoup d'actuaires qui travaillent dans le système public. Il y en a quelques-uns dans les gouvernements, il peut en avoir dans des fédérations médicales, mais c'est quand même assez limité. Donc, les actuaires qui travaillent en santé gèrent les régimes d'assurance privée santé et dentaire. Puis les assurances privées offertes au Canada, c'est principalement des assurances collectives, qui est un très gros marché. Puis c'est offert aux employés par l'entremise des employeurs. Les couvertures santé dentaire qui sont offertes sont complémentaires à ce que le régime public offre. Donc, je parlais des médicaments plus tôt. Le régime privé va couvrir les médicaments hors hôpitaux, tandis que le régime public va couvrir ce qui est couvert dans les hôpitaux. Même chose avec les soins dentaires, les soins d'optométrie, les soins paramédicaux. Pendant la COVID, il y a eu une grosse poussée de développement avec les soins de santé virtuels, les consultations virtuelles. Puis ça a été principalement développé par des compagnies privées, je dirais de type InsurTech, en collaboration avec les compagnies d'assurance. Ça a pris beaucoup, beaucoup d'essor. 75% des Canadiens ont une assurance privée complémentaire et la forte majorité, c'est par une assurance collective via l'employeur. Je passe à la prochaine. Je dirais que le système de santé compte plusieurs succès. La couverture universelle, elle est atteinte, elle est maintenue. Tout le monde a accès à des soins. On va voir qu'il y a des défis plus tard, il y a des problèmes de liste d'attente. Toutefois, les citoyens ont accès. Si tu es malade, quelqu'un qui est malade, qui a besoin de soins de santé, il va être pris en charge par le système, puis il n'aura pas besoin de débourser. Il n'y a pas de barrière financière d'accessibilité. Les accessibilités et soins, c'est vraiment selon les besoins de santé.
Puis je dirais aussi que malgré les défis, il y a quand même une bonne support de la population. Puis la performance, je dirais, est acceptable. J'ai mis des chiffres sur cette diapositive-là pour faire des comparaisons, mais si on regarde l'espérance de vie à la naissance, j'ai mis trois indicateurs, l'espérance de vie à la naissance, les dépenses en fonction du PIB, la mortalité infantile. Le Canada fait en général mieux que la moyenne de l'OCDE ou comparable avec les moyennes de l'OCDE, dépendamment quel pays on compare. Et souvent, on fait beaucoup mieux que les États-Unis à coût moindre. Évidemment, c'est nos voisins du Sud, les États-Unis, donc on est un peu influencé, affecté, donc c'est quand même une bonne base de comparaison. Je passe au défi, la prochaine. Donc, j'en parle un peu d'accessibilité aux soins. Plutôt, on a des gros défis d'accessibilité au Canada, principalement sous deux formes. D'une part, on a des longues les attentes pour les chirurgies et les soins spécialisés. Et d'autre part, il y a beaucoup de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille. Les médecins de famille, c'est souvent un peu la porte d'entrée dans le système. Donc, si un citoyen a un problème de santé, qu'il n'y a pas de médecin de famille, bien souvent, il faut qu'il se trouve soit une clinique sans rendez-vous, soit qu'il se présente aux urgences des hôpitaux. Il va obtenir les services, mais le temps d'attente va être long. Puis c'est une approche qui va un peu engorger le système, qui n'est pas très efficace. On a aussi, comme dans d'autres pays, ce qui a été nommé, beaucoup de pénurie de personnel. Il y a beaucoup de besoins de médecins et d'infirmières personnels de soutien. Donc, évidemment, ce manque de personnes-là contribue aussi à nuire à l'accessibilité et augmenter les attentes. Puis le dernier point, j'en ai parlé un peu, dépendamment de la province, il manque un certain manque d'équité entre les provinces. Et ça, malgré les grands principes fondamentaux qui gouvernent le système de santé canadien. Donc, ça ne couvre pas toujours exactement la même chose. Finalement, je dirais que on est dans un contexte au Canada de vieillissement de la population, ce qui vient avec une augmentation des maladies chroniques. On a une augmentation des problématiques de santé mentale. Donc, évidemment, toutes ces choses-là vont accentuer les problèmes et les défis du système de santé. Le gouvernement essaie de régler les problèmes. Il y a plusieurs programmes et mesures, mais c'est jamais des solutions rapides et immédiates. Donc, on risque d'avoir une accentuation des problèmes. Donc, si je fais un sommaire, euh, les objectifs principaux pour le Canada et nos gouvernements présentement, c'est vraiment améliorer l'accessibilité aux soins et réduire les attentes, réduire les pénuries de personnel. Donc, c'est trois gros défis. Les moyens qui sont pris, c'est souvent mettant le plus d'accent sur la prévention. Travailler beaucoup sur les équipes de soins interprofessionnels, donc donner ou déléguer des responsabilités aux infirmières, bachelières, plus de responsabilités aux pharmaciens. Il y a des groupes de médecins de famille qui ont été formés il y a quelques années, puis ils travaillent en équipe avec les infirmières, etc. Donc, vraiment trouver la personne qui peut s'occuper, donner les soins le plus efficacement possible. C'est un peu ça l'objectif. Il y a aussi beaucoup de développement qui est fait et c'est des processus qui sont longs. La santé numérique, les dossiers électroniques, et on continue d'investir en santé pour faire de l'innovation, différents types. Les nouveautés récentes, on en a parlé aussi un petit peu. Donc, on a un programme national de soins dentaires qui vient d'entrer en vigueur. On a aussi une loi sur une couverture pharmaceutique nationale qui a été adoptée, mais l'ampleur et la forme sont définies. Il y a très peu présentement de mesures concrètes qui sont appliquées. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions au Canada, savoir quelle forme le régime devrait prendre. Est-ce que c'est une couverture pharmaceutique nationale avec un seul payeur ou s'il devrait y avoir des partenariats publics et privés? Donc, tout est vraiment à définir. Puis aussi, au niveau de soins virtuels, j'ai dit plutôt que ça avait été quelque chose qui était très développé par les assureurs privés, mais il y en a aussi, le gouvernement en offre. Il y a des débats sur la rémunération des médecins pour les soins virtuels, mais c'est quelque chose qui va continuer à prendre de l'ampleur. C'est apprécié par la population, c'est efficace. Donc, c'est quelque chose qui risque de demeurer et continuer de se développer. Donc, c'est un système qui est complexe, qui est toujours en développement. Je vous remercie de votre attention et il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Isabelle. Et on va passer la parole à Laurence et on revient vers les participants pour la partie des questions. Alors, je vais vous partager mon écran. À toi la main. Oui.
et je vais le mettre Vous me dites si c'est bon pour vous? Très bien, Hop, si tu mets juste en plein écran. Voilà, très bien. OK. Eh bien, je vais, il y a beaucoup de choses que je vais dire qui sont proches de ce que vient de dire Isabelle par rapport au système canadien, parce que c'est vrai qu'on a quelques ressemblances avec le système français. Alors, si je prends aujourd'hui ce dont on va parler, on va regarder un petit peu les dépenses de santé dans le système français, comment il est financé, par quels sont les intervenants dans le financement de la sécurité, de la santé en France, et enfin nos enjeux et nos perspectives sur les années futures. Si on regarde aujourd'hui les dépenses, quand on parle de protection sociale dans sa globalité en France, aujourd'hui, on parle à la fois de toute la partie vieillesse, mais aussi de la santé, tout ce qui est également la couverture pour les familles et l'emploi. On sait qu'aujourd'hui, les dépenses de protection sociale en France, c'est 888 milliards d'euros en 2023. Ça représente 31,5% du PIB. Et dans ces 888 milliards d'euros en France, en 2023, la part de la santé dans ces dépenses est 36,4%. Ça représente en 11,8% du PIB dans sa globalité. Donc on voit que la part de la santé et du financement de la santé en France est très importante. Si on zoome maintenant sur qu'est-ce que l'on met dans les dépenses de santé en France, on voit que en grande partie, les dépenses de santé, on parle des soins hospitaliers. Alors c'est à la fois le financement des personnes qui sont hospitalisées et du coup le coût de leur hospitalisation, mais ça comporte aussi dans ces dépenses de santé le coût de l'hôpital, parce qu'on a sur des hôpitaux publics, ben, il y a le coût de l'hôpital et également la rémunération des salariés qui sont dans ces hôpitaux. Ça représente quasiment 50% des dépenses. Ensuite, on a les soins ambulatoires qui correspondent à tout ce que l'on pratique couramment, comme les médecins, par exemple, que l'on a. Et enfin, les médicaments, on en parlait tout à l'heure, que ce soit en Afrique ou au Canada. Aujourd'hui, nous, en France, c'est 13,4% des dépenses de santé qui sont représentées par les médicaments. Et enfin, les dispositifs médicaux, ce que l'on met derrière les dispositifs médicaux, c'est tout ce qui concerne l'optique, les prothèses, mais également tout ce qui est fauteuil roulant, par exemple. Maintenant, si je regarde voilà, sur ces éléments-là, sur ces dépenses de santé, qui c'est qui les finance? Alors, on a sur 2023 249 milliards d'euros de dépenses de santé. On voit que pour 198 milliards d'entre eux, c'est-à-dire 80%, c'est la sécurité sociale française qui va les prendre en charge. Et on a pour les organismes complémentaires, c'est 30,9 milliards d'euros qui seront pris en charge par les organismes complémentaires. On a un tout petit bout qui est pris par l'État. Et enfin, il y a 18,8 milliards d'euros qui sont pris en charge par les ménages, c'est-à-dire qu'une fois que la dépense elle est remboursée par la sécurité sociale et par les complémentaires santé, il reste quand même 18,6 milliards d'euros. Ça fait 7,5% à peu près en moyenne pour les ménages. Alors évidemment, euh, cette répartition, elle va dépendre des postes sur lesquels on va avoir des dépenses. Si on regarde par exemple ben, les soins hospitaliers, en grande partie, c'est pris à la fois par la sécurité sociale et l'État. A contrario, si on regarde ici les soins dentaires qui sont c'est ce qui est en rose ici, on voit que c'est les organismes complémentaires qui prennent en charge la plupart des soins dentaires. Et de la même façon, tout ce qui est dispositifs médicaux, on a les organismes complémentaires et les ménages qui sont les principaux financeurs par rapport à la sécurité sociale. Si je prends un exemple tout simple, si on parlait de l'optique tout à l'heure, on va dire une paire de lunettes en moyenne pour une personne qui a une correction, on va dire simple, c'est en moyenne, on va dire 200 euros par 200 à 250 euros au global de coût. Il faut savoir que la sécurité sociale va en prendre en charge moins de 5 euros. Donc tout le reste sera financé soit par un organisme complémentaire, soit par ben, le salarié lui-même ou l'assuré lui-même qui aura un reste à charge en fonction du coup des actes médicaux, la prise en charge ne sera pas la même par la sécurité sociale et du coup non plus par la complémentaire santé et par le salarié.
Voilà, si on voit là aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est que les dépenses de santé aujourd'hui qui sont financées par les organismes complémentaires, hein, en moyenne par habitant, c'est 454 euros. Et comme je le disais, hein, c'est en grande partie les soins dentaires et les soins de prothèses dentaires de la même façon, hein, qui sont moins remboursés par la sécurité sociale. Et d'ailleurs, il faut savoir que en 2024, la sécurité sociale qui prenait avant 2024, la sécurité sociale prenait à sa charge sur une couronne dentaire, enfin, sur la base de remboursement d'une couronne dentaire, ils en prenaient 70%. Ils n'en prennent plus maintenant que 60%. Donc, il y a des désengagements de la sécurité sociale française qui, de coup, se répercutent sur les organismes complémentaires, hein, qui viennent prendre en charge la différence, qui fait que, bah, du coup, on a un financement sur certains actes qui sont plus importants par les organismes complémentaires que par la sécurité sociale. Voilà, on a les principaux postes étant bien sûr l'optique, les prothèses dentaires et l'audioprothèse. Il faut savoir en plus que depuis le 1er janvier 2019, il y a eu une réforme en France qui est venue mettre en place ce que l'on a appelé le 100% santé. En fait, c'est une obligation qui est faite de se dire que pour certains actes, et les actes sont bien définis en fait de ce que l'on parle, que ce soit en optique ou en dentaire, ou même en audioprothèse, le salarié ne doit plus avoir de reste à charge sur ces dépenses-là. Ça veut dire que entre ce que va payer la sécurité sociale et ce que va payer la complémentaire santé, le salarié, tout sera pris en charge, il n'aura plus de reste à charge pour lui dès lors qu'il rentre dans ce que l'on appelle les paniers du 100% santé. Et ça a été une réforme qui a été mise en place en 2019. Si on regarde maintenant le type de couverture complémentaire santé en France, aujourd'hui, on a soit des couvertures complémentaires qui sont collectives, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'entreprise, notamment du secteur privé, soit individuelles. Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises du secteur privé ont l'obligation de proposer à leurs salariés un régime de frais de santé financé à 50% par le salarié et par l'employeur. Donc, c'est vrai qu'on a vu à partir de cette date-là une augmentation de la prise en charge par les entreprises de la complémentaire santé. Donc, ce qu'on voit sur l'ensemble de la population quand même, c'est qu'il y a 37% de la population, quand on regarde dans sa globalité, qui est couverte par un contrat d'entreprise, 53% qui sont couverts par des contrats individuels et ensuite, il y a, on va dire, 4% de la population qui n'a pas de couverture ni par les contrats individuels, ni par les contrats d'entreprise. Et du coup, quand on zoome par rapport à cette loi que l'on a pu voir, dont je viens de parler, c'est que les salariés du privé, aujourd'hui, pour 81% d'entre eux, ils sont couverts par un contrat d'entreprise versus 13% qui sont couverts par un contrat individuel. A contrario, si on zoome sur les retraités, voilà, on a pour 93% d'entre eux, ils sont couverts par un régime de contrat individuel parce que en fait, les entreprises n'ont pas l'obligation de couvrir les salariés, enfin les retraités, une fois qu'ils quittent l'entreprise pour partir à la retraite. Il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de les couvrir. Aujourd'hui, voilà, comme je le disais, il y a 4% de la population qui ne bénéficie pas d'une couverture de complémentaire santé au-delà de ce que propose la sécurité sociale aujourd'hui. Si on regarde le reste à charge, on en disait tout à l'heure que ça faisait 7,5% en moyenne des dépenses. Forcément, ça a une différence en fonction des actes que l'on peut regarder. Le reste à charge, c'est en moyenne par habitant et par an, c'est 274 euros. Mais voilà, en fonction des soins que l'on parle, si on voit en soins hospitaliers, on ne parle que de 3% de reste à charge. A contrario, quand je parlais des produits 100% santé, c'est-à-dire tout ce qui est dentaire, optique et soins audioprothèses, par exemple, à contrario, il y a quand même du reste à charge pour les salariés parce que, il y a certains actes qui ne sont pas pris en charge ni par la sécurité sociale, ni par la complémentaire santé, et qui du coup font qu'il y a un reste à charge pour les salariés. De la même façon, tout ce qui est biens médicaux, voilà, on a 12% en moyenne de reste à charge pour les salariés. Donc, en fonction des actes, évidemment, et des salariés et de leur âge, si on regarde ensuite selon l'âge et le type de complémentaire santé également, le taux de reste à charge peut être important. On parlait tout à l'heure que la plupart des salariés, notamment retraités, étaient couverts par une couverture individuelle. Mais voilà, on a aussi un sujet de financement d'un contrat individuel, notamment en fonction de l'âge, hein. Forcément, plus on est âgé
et plus la couverture complémentaire santé en France va coûter cher. Donc forcément, ben, on va limiter les garanties parce que ben, sinon le financement est important et de ce fait avoir un reste à charge qui sera plus conséquent. Si je regarde aujourd'hui les enjeux du financement de la santé en France aujourd'hui, on a aujourd'hui un sujet de déficit du système de sécurité sociale qui se creuse depuis plusieurs années maintenant et qui pourrait, si on regarde les estimations, engendrer plus de 40 millions de milliards de déficits supplémentaires d'ici à 2028, sous l'effet à la fois de la diminution des recettes, parce qu'il y a moins de salariés qui travaillent, donc il y a moins de recettes qui sont engendrées par le gouvernement, parce que en fait, le financement, il est dans les cotisations sur les bulletins de salaire des salariés, mais également de l'augmentation des remboursements de soins. Typiquement, on a un vieillissement démographique que l'on constate en France qui fait que ben, on a une population qui vieillit et une population du coup qui dépense plus et donc forcément une augmentation des remboursements de soins. On voit également une croissance des pathologies chroniques, hein, tout ce que l'on parle des ALD, comme on le dit, c'est-à-dire tout ce qui est diabète et autres maladies qui font que ben, on a aussi une prise en charge plus importante de la part de la sécurité sociale. Ce qu'on voit également, alors c'est quelque chose de très positif, hein, c'est qu'on voit évidemment beaucoup de progrès médicaux, mais avec des médicaments innovants notamment, mais qui sont également plus coûteux, de la même façon que les traitements des cancers sont souvent beaucoup plus mieux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, mais qui coûtent également plus cher, qui fait que bah, forcément le financement de ces progrès médicaux sont importants et sont à prendre en compte. Et puis, on parle de la santé, mais aussi on parle de la dérive des arrêts maladie, hein. On voit aujourd'hui qu'on a une augmentation des arrêts maladie. Alors, Isabelle parlait tout à l'heure de tout ce qui est risques psychosociaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on constate également en France. Et donc, on a une dérive des arrêts maladie qui font qu'il y a un financement de la sécurité sociale qui est important également, mais également des complémentaires, enfin des assureurs privés. Et puis, de la même façon que au Canada, hein, on voit aussi aujourd'hui apparaître des difficultés d'accès aux soins dans certaines régions. On parle de déserts médicaux parce que dans certaines régions, rien que d'avoir un médecin traitant aujourd'hui, c'est difficile. De trouver un, un ophtalmologique pour faire un contrôle de vue, bah, parfois, ça peut avoir des délais de 6 mois à 1 an avant de pouvoir avoir un rendez-vous, que ce soit chez un ophtalmologiste, que ce soit chez un dermatologue également. C'est des choses qui sont de plus en plus difficiles dans certaines spécialités de trouver dans sa région, voire même partout, des rendez-vous sous des délais raisonnables. Et du coup, avec un risque, on se dit, d'aggravation de l'état de santé de nos citoyens, parce que bah, forcément, plus on tarde à identifier la maladie, et plus bah, forcément le soin derrière sera coûteux. Aujourd'hui, des actions sont menées pour réduire les dépenses, hein. C'est plusieurs actions, notamment sur la lutte contre la fraude, hein. On peut voir parfois de la fraude aux dépenses médicales, que ce soit à la fois des assurés, mais c'est également, ça peut être aussi ce qu'on peut constater également de la part des praticiens. Aujourd'hui, des discussions sont en cours entre la sécurité sociale, le gouvernement, mais également les complémentaires santé voilà, pour se mettre en ordre de bataille, pour identifier toutes ces fraudes et faire en sorte qu'on puisse les limiter dans le temps. Réduire les dépenses de santé considérées comme non pertinentes également. La sécurité sociale est en train d'identifier, notamment sur les ALD, de regarder un petit peu quel est l'objectif ou le temps de durée d'une ALD et à partir de quel moment on pourrait ne plus la prendre en charge à 100%. C'est quelque chose qui est, on va dire, dans les tuyaux de la sécurité sociale aujourd'hui. Et il y a un point aujourd'hui qui est devenu très, très visible et très, très important en France, c'est renforcer la prévention en santé. Alors, on parle de la sécurité sociale, hein, mais également des complémentaires santé. Aujourd'hui, on voit que ben, il ne suffit plus de rembourser des soins, que ce soit par la sécurité sociale ou complémentaire santé. La prévention doit devenir une priorité, que ce soit pour la sécurité sociale, mais aussi pour les organismes assureurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme je le disais, on est vraiment sur un système de santé français qui est organisé autour de soins curatifs, c'est-à-dire qu'on va, on va soigner plutôt que
plutôt que de prévenir. Aujourd'hui, la sécurité sociale, elle met en place des systèmes de prévention, comme par exemple de proposer aux salariés, enfin aux enfants par exemple, des bilans euh, dentaires pour aller regarder tous les ans, faire un bilan dentaire tous les ans plutôt que de soigner des caries dans le temps. L'objectif aujourd'hui de la sécurité sociale, c'est de faire dans quelques années des générations sans caries. Donc voilà, il y a tous ces axes de prévention qui existent. De la même façon, la sécurité sociale propose de faire des mammographies pour les femmes pour s'assurer que on peut dépister à temps les cancers du sein. Donc voilà, tous ces axes de prévention sont devenus un point vraiment très important que l'on parle de la sécurité sociale, mais également que l'on parle des complémentaires santé. Aujourd'hui, quand on parle, et des entreprises d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand on parle avec les entreprises, ben, elles cherchent à trouver des solutions pour accompagner leurs salariés dans la prévention, pour que, ben, au fur et à mesure, on puisse soigner et faire en sorte d'avoir un bien-être des salariés en France pour toute la population. Voilà ce que je pouvais dire sur le système français. Merci Laurence, très intéressant. Avant, c'est vrai, le temps nous court derrière, mais avant de finir, on va passer à quelques questions. Mais avant de finir, j'aimerais rappeler que demain, il y a la cinquième table ronde qui est animée par la Belgique. Donc, j'invite les participants à participer demain aussi. Le sujet serait l'IA et les actuaires. On a pas mal de questions des participants et quelques remarques, notamment sur la prévention. Un des participants dit que la prévention permet d'économiser jusqu'à 30%, ce que tu as confirmé, Laurence. La prévention, c'est vraiment un axe majeur pour réduire les coûts de la santé. Des questions, aussi des remarques sur le cas ghanéen. Au Ghana, c'est l'État qui importe les médicaments, ce qui permet de baisser le coût énorme, que je rappelle, des médicaments en Afrique. Et nous avons des questions essentiellement tournent autour de la soutenabilité du système, et notamment en Afrique. Et pour ça, et ce n'est pas par chauvinisme, j'aimerais que Mohamed nous rappelle le parcours ou le chemin qu'a fait le Maroc depuis 2005, depuis l'instauration de l'AMO, depuis les initiatives RINAIA, depuis le RAMED jusqu'au carnet social. C'est car la problématique, c'est le secteur informel en Afrique. Donc, c'est la soutenabilité, mais en tenant compte d'un secteur informel qui est très présent. Mais le Maroc a fait un joli parcours, je trouve, depuis 2005. Si Mohamed, en 2 mots, tu peux nous rappeler ce parcours qui passe par le carnet social et par tout cela, oui. Merci, c'est Mohamed. En fait, avant de répondre à cette question, juste pour reprendre ce qui a été dit par rapport aux médicaments, effectivement, dans les pays anglophones, c'est très particulier. Donc, il y a soit les États qui importent, etc., et ils dispatchent. Nous n'avons pas le phénomène qu'on a, par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où les officines, c'est elles-mêmes, les grossistes qui importent, etc. Deuxième phénomène important qui réduit le coût, c'est que dans les pays anglophones, je parle au niveau de l'Afrique, la prescription de médicaments, on ne prescrit pas toute la boîte. On s'inscrit juste ce qu'il faut pour le protocole. Si, par exemple, les soins nécessitent 5 ou 6 comprimés, vous pouvez acheter 5 comprimés de la pharmacie au lieu de la boîte qui contient 30 ou 40 comprimés. Donc, ça a permis, en fait, de réduire le coût des médicaments et bien sûr d'éviter le gaspillage parce qu'en général, ce qui reste, il est périmé, il est, voilà, donc il est envoyé à la poubelle. Donc voilà ce que je voulais. Effectivement, par rapport à la pérennité et l'expérience marocaine, il est passé par un cours très exceptionnel je le pense personnellement parce que j'ai eu l'occasion de le présenter dans pas mal de colloques au niveau mondial, au niveau de l'Afrique, etc. La façon avec laquelle la mise en place a été mise au Maroc, elle est très. Il a été mis en place d'une manière très progressive. Il faut se rappeler qu'en 2005, quand on a démarré d'abord par un panier de soins qui était très réduit.
qui couvre en fait les ALD, les ALC, etc. Plus, on a rajouté, bien sûr, la couverture des enfants et les soins ambulatoires. Après, quand on s'est rendu compte que le régime, il est bénéficiaire, on a rajouté d'autres prestations, les dentaires, après les lunettes. Et maintenant, et depuis 2013, bien sûr, les soins ambulatoires. La deuxième chose, c'est par rapport, en fait, à la prise en charge et la recommandation par la Sécurité sociale, mais également la loi qui régit l'assurance maladie obligatoire. La, en fait, la recommandation de prescription des génériques et le remboursement sur base de génériques. Mais tout ça, quand les prestataires de soins n'appliquent pas en fait cela, ça génère un reste, un ticket modérateur plus important malheureusement pour les assurés et pour les concitoyens. Donc, en fait, et le régime globalement à date, il reste très bénéficiaire. Le ratio, l'équivalent de ratio combiné du régime national au Maroc ne dépasse guère 50%. Et d'ailleurs, il a cumulé des excédents depuis qui dépassent plus de 45 milliards de dirhams versus ce qu'on constate dans le secteur privé, comme ça a été rappelé, un ratio combiné qui dépasse les 100%. Et cela est dû d'abord parce que les compagnies d'assurance, en fait, package l'assurance maladie avec le décès et l'invalidité. Et donc, eux, ils tiennent en fait des marges qu'ils ont sur les autres garanties pour compenser un peu les déficits, etc. Et également, c'est un marché qui est très intermédiaire. Donc, et le coût de l'intermédiation, il est important. Et en Afrique, au-delà du coût de l'intermédiation, il y a le coût de TPA qui gère pour le compte des compagnies d'assurance et parfois pour les régimes de base. Et c'est pourquoi vous avez dans les régimes de base qui gèrent à 5%. Aujourd'hui, c'est largement suffisant et ça peut aller jusqu'à 8, 9, y compris les frais de régulateurs versus 20 à 25% dans les secteurs privés, que ce soit au Maroc et en Afrique. Parce que là-dedans, vous avez 10% pour payer 10% de l'intermédiaire, payer 10% au TPA et les 5% pour les compagnies d'essence. Voilà globalement ce que je peux dire. Je ne sais Oui. pas si Mohamed, si j'ai bien... Il y avait une question sur le financement avec l'existence d'un secteur informel qui est très présent en Afrique. Et je voulais parler dans l'expérience marocaine qui a démarré en 2007, je pense, avec ce qu'on appelait un RAMED. C'est une aide aux plus nécessiteux qui a après évolué vers un vrai recensement des personnes qui sont dans le besoin avec leur inscription et l'utilisation ce qu'on appelle d'un carnet social et aussi l'imposition des indépendants. On a obligé un peu les indépendants, même informels, de s'inscrire à l'AMO, d'avoir des patentes et d'avoir une prime forfaitaire. Voilà, donc voilà comment ça a été fait pour résoudre un peu la problématique qui existe Effectivement, encore. si, Vas-y. Mohamed, si tu permets, deux Oui, points. Je pense que tu as évoqué un point. Je pense par rapport à l'expérience marocaine, effectivement, il y a ce pas-là qui a été fait de démarrer par certaines populations les salariés qui constituent avec leurs ayants droit, comme je l'ai dit, un tiers de la population. Après, peu à peu, on a fait l'extension aux autres avec ce qu'on appelle les RAMED. Et en fait, le financement, c'était des prises en charge dans les hôpitaux publics au début. Quand on s'est rendu compte qu'il y a l'inefficacité du système, donc puis le discours de Sa Majesté, nous avons basculé cette population vers la CNSS avec bien sûr une possibilité prise en charge dans les hôpitaux publics, plus éventuellement un système de remboursement dans le secteur privé. Nous avons une deuxième expérience au niveau de l'Afrique qui est très innovante, à mon avis, dans le financement de cette catégorie. C'est au Gabon. Donc, quand ils ont commencé à mettre en place ce système-là pour les populations vulnérables et informelles, etc., donc ils ont décidé que le financement,
sera fait par, en fait, une surtaxe des communications, donc téléphoniques, de l'ensemble des Gabonais et qui sert en fait à financer en fait la population des Ramédés. Et ça a l'air de marcher. Et je trouve personnellement qu'aujourd'hui, les populations africaines, y compris nous, on consomme énormément de la téléphonie et de la communication. Et je trouve cette façon de les financer est très, très et innovante puisque toute la population au niveau national participe au financement d'une partie qui est vulnérable. Très bien. Et une question à Isabelle. Comment l'assurance privée au Canada, vu que les Canadiens sont couverts pour la partie publique, comment peut les aider à avoir un accès plus rapide aux soins et pas seulement se faire rembourser? Euh, c'est pas une question facile. Hein? D'une part, il y a un système parallèle privé qui se développe avec des médecins qui se désengagent du système public, qui offre des services privés, que les gens payent de leur poche pour avoir accès. Est-ce que ça accélère l'accès, mais pas pour tout. Tu sais, évidemment, il y a pas d'infrastructure pour des chirurgies très complexes, donc ça demeure des soins un peu, c'est pas les soins tertiaires qui peuvent être offerts dans le privé. Euh, il y a, il y a beaucoup de compagnies privées qui essaient de développer des modèles de navigation dans le système de santé pour aider à aller plus vite, mais puis il y a plein de choses qui peuvent se développer, mais techniquement, les listes, tout le monde fait face aux listes d'attente et puis ça va aller par le besoin médical jusqu'à un certain point. Donc souvent, quand ça va vite, c'est bon signe, puis c'est pas bon signe, là. Ça veut dire que c'est urgent. Ouais. Les choses qui sont moins urgentes, dangereuses, risquent de prendre plus de temps. D'où là, la lourdeur avec les maladies chroniques là, qui durent longtemps, puis qu'il n'y a pas de danger immédiat, population vieillissante qui cause encore plus d'accès. Mais comme Laurence a dit, les soins curatifs très urgents, il me manque un mot, j'ai le mot en anglais, c'est très bien en charge, mais tout ce qui est au milieu est plus complexe un peu. C'est Très là bien. qui... Pour compléter, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'analyser le système anglais. Et c'est vrai que le système public anglais est terrible. Ça veut dire, à un moment donné, il a accumulé des retards, mais impensables. Les sociétés privées, et il y en a il y a des sociétés qui payaient l'assurance privée totale pour leurs salariés en lieu et place de l'assurance publique. Mais il y a des assureurs qui ont inventé un système qui s'appelait 6 semaines, 6 weeks. Ça veut dire que vous êtes assuré privé, vous avez la couverture publique, mais quand vous ne réussissez pas à trouver un rendez-vous dans les 6 semaines dans le secteur public, là, l'assureur privé reprend la main et propose des rendez-vous dans le privé. C'est vrai, on peut être inventif pour inventer Ouais, comme tu je vais dis, juste naviguer entre ajouter, le public et le privé. au Canada, il y a un genre de grand principe que les assureurs privés ne peuvent pas assurer des services qui sont offerts par le public. Donc, comme D'accord. assureur privé, je ne peux pas assurer des soins chirurgicaux. Je ne peux pas payer. Il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais fondamentalement, les assureurs privés ne peuvent pas assurer des soins publics. Donc, ça demeure des régimes qui sont parallèles et complémentaires. Donc, le modèle que vous mentionnez anglais ne fonctionnerait pas au Canada. Vraiment qu'il faudrait sortir du pays. Donc, il y a toujours des exceptions, mais c'est pas. C'est ça, c'est difficile. Euh, Une petite question, peut-être à Laurence ou à toi, Isabelle. L'une de vous a avancé que les frais de gestion dans le public étaient de 7% et certains participants s'étonnent que ce taux il est très faible par rapport à ce que peut coûter la gestion et les frais d'administration dans le secteur privé. Je pense que c'était pas moi, mais c'est pas grave. Je peux quand même répondre sur ce D'accord, qui se passe en France. C'est vrai que la polémique, elle est très régulière en France sur le 5%. financement de la sécurité sociale et les frais de gestion de gestion de la sécurité sociale versus les frais de gestion que peuvent demander les assureurs privés. Le sujet étant qu'on compare des choses pas du tout comparables, c'est-à-dire que voilà, la sécurité sociale, c'est quelque chose, elle rembourse des soins directement. Quand on regarde un assureur privé, ben, il y a quand même des actions nécessaires
voilà, de donner les factures, par exemple. Et puis, on parle de pas du tout les mêmes postes, c'est-à-dire qu'on parle de l'optique où, en effet, il y a besoin d'une facture plutôt qu'une consultation médicale, où là, on va dire, c'est simple, c'est-à-dire que je vais chez le médecin, je paye 30 euros. Et puis, paf, enfin, le lien, il est directement fait avec la carte que l'assuré a, directement à la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas besoin, on va dire, d'acte de gestion derrière, alors qu'à contrario, quand on veut ben, voilà, rembourser, que ce soit de l'optique ou de dentaire, et puis comme je le disais tout à l'heure, notamment s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, ben, on demande également des éléments complémentaires pour s'assurer que bah, tout ce qu'on va rembourser sera vraiment quelque chose qui a été, un soin qui a été donné. Donc c'est vrai que voilà, on peut aujourd'hui entendre beaucoup en France qu'il y a des frais de gestion qui sont différents entre le secteur privé et la sécurité sociale, mais voilà, il y a pas, on compare pas forcément des choses comparables. Très bien. Merci. Je pense qu'on a pris déjà 1h40. Je tiens au nom de l'Institut des acteurs français et de l'AMA à remercier nos panélistes. C'était vraiment très intéressant. Et à remercier les participants, à dire que quand même je reste sur ma faim parce que c'est vrai, on a déjà pris plus d'1h30 à discuter, mais il y a encore des sujets que j'aurais aimé qu'on évoque. On les a survolés comme l'analyse de la fraude dans le domaine médical. Je pense que ça, c'est aussi l'une des plaies de nos systèmes en Afrique, ou en tout cas au Maroc, et même en France, tu l'as souligné, Laurence. On n'a pas parlé de la modélisation. Il y a une ou deux questions sur la modélisation actuarielle et comment on peut s'en sortir avec ce type de modélisation. Et aussi le développement des produits de l'assurance complémentaire. L'avenir, si j'ose dire, en Afrique, ou dans le marché avec l'existence et la naissance d'une couverture sécurité sociale, c'est aussi comment gérer la complémentaire, que ce soit privé ou public. Voilà, mais on est obligé de s'arrêter là. Je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas la rencontre de demain et merci à tout le monde. Merci beaucoup, bonne Merci, à soirée. très Merci. bientôt. Au revoir. Merci.